magazine pluriel. Étienne Nabédé. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce magazine. En voici les titres. L'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi de finances gestion 2019. Il s'élève en dépenses et en recettes à 1401 milliards de francs CFA contre une prévision de 1310,9 milliards en 2018, soit une hausse de 11,5%. C'était au cours de la 6e séance plénière de la 10e session ordinaire de l'année. Les Togolais iront donc aux urnes le 20 décembre prochain pour le compte du scrutin législatif. Un lot de matériel, notamment de l'encre indélébile, a été réceptionné ce matin par la CENI. Améliorer les infrastructures et renforcer les capacités en vue d'une meilleure planification et gestion urbaine, c'est le contenu du projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU lancé conjointement hier par le gouvernement togolais et la Banque mondiale. Addis Abeba, en Éthiopie, c'est là que se joue l'avenir de l'Union africaine. Un peu moins de 30 chefs d'État doivent s'y retrouver pour s'accorder sur un projet de réforme institutionnelle porté par le président rwandais Paul Kagame. Les relations sino-togolaises ont été célébrées la semaine dernière à travers la semaine de la coopération Japon-Togo. C'est dans ce journal, Monsieur Akpoto Christophe, directeur de la planification, va nous parler des contours de cette coopération au terme d'une tournée à l'intérieur du pays. Monsieur Akpoto est l'invité du journal. Et puis également dans ce magazine pluriel, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. 1461 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'exercice 2019. Il a été adopté hier par l'Assemblée nationale lors de la 6e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Ce budget est marqué par la mise en place de projets prévus dans le plan national de développement PND, la poursuite des réformes économiques et l'assainissement des finances publiques. Aruna Mola. En 2019, l'activité économique évoluerait dans un environnement marqué par la mise en place du PND. La croissance économique sera tirée par la consommation finale des ménages et des investissements privés. La politique budgétaire qui est axée sur l'amélioration des réformes économiques prend en compte les besoins de première nécessité, les infrastructures en matière de santé, d'éducation, du développement ainsi que de l'employabilité des jeunes. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, commissaire du gouvernement. La loi de finances pour la gestion 2019 accorde une place importante aux projets structurants du plan national de développement sur ces 3 axes qui vous sont désormais familiers. Aux projets ayant trait à l'emploi des jeunes à travers des recrutements prévus dans différents secteurs de l'administration publique, à la réduction de la pauvreté et à la satisfaction des besoins sociaux prioritaires, notamment à travers les actions du programme d'urgence de développement communautaire PUDC et du programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. En outre, le secteur agricole bénéficiera, comme par le passé, d'une attention accrue avec l'organisation des pôles de transformation agricole que sont les agropoles. Le groupe parlementaire UNIR a voté ce budget car il répond aux aspirations du peuple. Christophe Tchao, président du groupe parlementaire UNIR. Le Togo s'est inscrit depuis plus de 10 ans dans le cadre très fermé des pays dont le taux de croissance se situe en moyenne autour de 5%. L'amélioration des conditions de vie des populations à travers les différents programmes de développement reste la pierre angulaire de la politique du pays. Le chantier est immense. L'aspiration des Togolais au cours de ces dernières années s'est accentuée. Les besoins vitaux se manifestent de plus en plus à tous les niveaux. Le développement économique et social des localités dans les différents domaines, notamment la construction des routes, les pistes rurales, les infrastructures scolaires, sanitaires, l'eau, l'électricité,
est une priorité des autorités. Contrairement au groupe UNIR, les députés du groupe parlementaire ANC, par la voix de l'honorable Ouro Tchanyao Akbo, n'ont pas donné leur caution à ce projet de finances 2019. C'est avec consternation que nous constatons que le projet de budget de l'État gestion 2019 soumis à l'examen des députés n'est pas différent des budgets qui l'ont précédé depuis 2014. Il révèle lui aussi l'opacité dans la gestion des ressources de l'État par les institutions, les sociétés d'État, les départements ministériels et n'échappe pas lui non plus aux mêmes incohérences, à savoir l'insincérité des prévisions, la mauvaise allocation des ressources et l'insoutenabilité de la dette. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a félicité le gouvernement pour les mesures visant à la consolidation du cadre macroéconomique et l'assainissement économique. Nous venons de voter la loi de finances gestion 2019. Je tiens à saluer ce progrès notable réalisé par le gouvernement qui n'a cessé d'améliorer au fil des années ses pratiques de gestion économique et financière axées sur le résultat et la bonne gouvernance. Un autre élément de satisfaction réside dans l'emploi des jeunes dans différents secteurs et la mise en œuvre des agropoles. La représentation nationale se félicite des mesures visant à la poursuite des efforts pour le maintien d'une croissance inclusive et la consolidation du cadre macroéconomique et l'amélioration du climat des affaires. Processus électoral au Togo, les choses se précisent dans le cadre des élections législatives du 20 décembre prochain. Un lot de matériel composé d'encre indélébile a été réceptionné ce matin par la CENI à l'aéroport international Gnassingbé Adema de Lomé. Yao Kamake. C'est un total de 126 cartons de 320 flacons chacun qui ont été réceptionnés. Une encre indélébile de qualité que confirme la présidente de la société prestataire Netcom, Madame Kagone Alima. Je vous remets aujourd'hui ces 40 000 flacons pour 25% teneur en nitrate. L'encre indélébile, au fait, c'est l'encre qui permet, après le vote d'un citoyen, de savoir que la personne a voté et ne peut pas voter doublement. Parce que cette encre, avec la teneur de 25% en nitrate minimum, ça veut dire pour que ça sorte du petit doigt, minimum c'est 1 mois. Il y a d'autres qui ont passé 6 mois avec toujours l'encre pour plus de transparence. Après réception, une équipe spécialisée du laboratoire de l'Université de Lomé a procédé au prélèvement d'un échantillon pour des tests de confirmation de qualité sous la conduite du professeur Djanaye. Pour le président de la CENI, professeur Kojona Kadanga, la qualité de l'encre indélébile réceptionnée est une garantie de la fiabilité et de la transparence des élections. Professeur Kojona Kadanga. Dans le cadre du scrutin du 20 décembre 2018, du matériel électoral dont l'encre indélébile a été commandé selon les procédures habituelles en vigueur. Le laboratoire d'expertise de la faculté des sciences et des technologies de l'Université de Lomé a été sollicité en amont. Ce laboratoire sera également sollicité à partir du moment où nous avons eu à réceptionner ce matériel-là. Et donc tout ceci pour confirmer tout ce qui nous a été remis solennellement par la prestataire, pour qu'enfin qu'il n'y ait eu aucune contestation. Donc c'est une garantie absolue. Le processus électoral suit son cours normal et la réception de ce matériel intervient au second jour des 3 retenus par la CENI pour le rattrapage des inscriptions sur la liste électorale. Amener les Togolaises et les Togolais à éviter la violence sous toutes ses formes en cette période électorale, c'est la mission que se sont données les ambassadrices de paix. Elles ont organisé ce matin une séance de sensibilisation à l'endroit des populations de Kégué et de ses environs. Il s'est agi pour les ambassadrices de paix, à travers sketch et débats, d'amener ou d'appeler à la tolérance, à l'amour du prochain et au vivre ensemble. Yakubu Fatoumata, présidente des ambassadrices de paix. Et nous reviendrons sur cet élément au cours de cette édition. Autre chose en page nationale, le gouvernement togolais et la Banque mondiale ont procédé hier au lancement du projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU.
Plus de 2 millions de personnes vont bénéficier des retombées de ce programme qui va améliorer l'accès aux infrastructures urbaines et services de base dans les villes de Lomé, Kara et Dapon. Abiré Singbi. Le projet va aussi fournir une assistance technique à la planification et à la gestion du développement urbain. Par ailleurs, dans le cadre des actions d'adaptation aux effets du changement climatique, il est prévu de réaffecter des fonds du projet pour répondre à des urgences éventuelles. Au total, plus de 2,3 millions de personnes vont bénéficier des actions du PIDU. Le projet vient ainsi soutenir la mise en œuvre du plan national de développement et va contribuer à la réalisation du double objectif de l'élimination de l'extrême pauvreté et du partage de la prospérité. Pour le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie, Maître Fiatouo Kwadjo Sessenou, ce nouveau projet témoigne de l'engagement du gouvernement à s'investir dans la recherche de solutions idoines aux nombreux défis urbains. Le gouvernement, dit-il, reste guidé par la nécessité de bâtir des communautés urbaines durables avec des réponses énergiques adaptées aux problèmes du moment. Opinion d'ailleurs partagée par la représentante résidente de la Banque mondiale au Togo. Madame Awa Sissé Waig estime que le PUDI vient à point nommé pour soutenir la mise en place des capacités minimales de gestion à l'échelle municipale dans les villes bénéficiaires. Madame Waig s'est aussi réjouie des solutions concrètes que le PUDI apporte aux besoins exprimés par les populations de l'intérieur du pays, des doléances qui ne sont pas restées lettres mortes. Le projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU est soutenu par la Banque mondiale avec un financement de plus de 16 milliards de francs CFA. Nouveau report des élections législatives tchadiennes, initialement prévu en 2015, le scrutin a été repoussé à plusieurs reprises par manque de moyens financiers, selon le président tchadien Idriss Déby Itno. Il l'avait ensuite annoncé en avril 2018 sa tenue que les législatives se tiendraient donc en novembre 2018, mais de fait, elles ne pourront pas avoir lieu en raison d'importants retards dans l'organisation du scrutin selon le cadre national de dialogue politique. Selon cet organe composé de membres de la majorité et de ceux de l'opposition et mis en place en mai, il est nécessaire d'obtenir un consensus sur les modalités du scrutin pour organiser des élections apaisées. 2 jours à peine après une offensive contre des rebelles dans la région de Béni en RD Congo, les casques bleus ont été pris pour cible. Une base de l'ONU à 7 km au nord de cette ville a été attaquée hier. Le calme est revenu, mais aucun bilan de cette attaque n'est disponible pour l'instant. Le 14 novembre dernier, une opération conjointe de l'ONU et de l'armée congolaise a fait 7 casques bleus et 12 militaires congolais tués. L'offensive a aussi fait une cinquantaine de blessés, pour la plupart des Congolais. Un sommet extraordinaire de l'Union africaine se tient aujourd'hui et demain dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. Les chefs d'État et de gouvernement à cette rencontre vont tenter de s'accorder sur un projet de réforme institutionnelle porté par le président rwandais Paul Kagame. Léontine Atogima. Voici 2 ans que le président rwandais Paul Kagame a été chargé de mettre en œuvre une réforme du fonctionnement de l'Union africaine. Si ces grandes lignes font consensus, notamment rendre le financement plus autonome, limiter les dépenses, rendre la Commission plus efficace, ces modalités font encore l'objet d'après-discussion entre les chefs d'État. Kagame, dont le mandat de président en exercice s'achève dans à peine plus de 2 mois, et le président de la Commission Moussa Faki Mahamat veulent donc mettre un coup d'accélérateur à l'occasion de ce sommet. Un peu moins de 30 chefs d'État devraient donc se déplacer pour décider de l'avenir de l'institution dont ils souhaitent une meilleure efficacité. Dans les coulisses, il n'est plus question de se cacher, ils vont devoir dire quelle union ils veulent. Même si des points d'accord ont été conclus, il reste des points de friction que ni les ambassadeurs
ni les ministres des Affaires étrangères réunis ces derniers jours dans la capitale éthiopienne n'ont pu surmonter. Les dirigeants africains doivent aussi discuter de sanctions plus fermes contre les États mauvais payeurs et évoquer la transformation du NEPAD en agence de développement de l'Union africaine. Auront-ils la volonté d'aborder aussi le partage des tâches entre UA et organisations sous-régionales type CEDEAO? Cette réforme, selon le président de la commission Moussa Faki Mahamat, ne peut aboutir si elle est partielle. On saura demain dimanche si le Tchadien a été entendu. Des affrontements meurtriers ont eu lieu jeudi dernier dans la ville d'Al-Lindao en République centrafricaine. Le dernier bilan de ces affrontements qui ont visé le camp de déplacés de l'évêché fait état de 37 morts. Parmi les victimes, le vicaire général de la ville, Blaise Data, un abbé, est toujours porté disparu. Les raisons de ces affrontements ne sont pas encore élucidées. La dernière grosse attaque date de mai 2017. Une quarantaine de personnes avaient alors été tuées. Nouveau rebondissement dans l'affaire Khashoggi. La CIA vient de conclure que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a bel et bien commandité l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul, bien sûr. C'est ce que rapporte le Washington Post qui cite plusieurs sources anonymes au courant des investigations. Cette information, divulguée par le journal où collaborait régulièrement le journaliste critique de Riyad, contredit les récentes affirmations du royaume saoudien qui a totalement dédouané le prince héritier Mohammed Ben Salman. Au Cambodge, la qualification de génocide a été retenue pour la première fois par la justice contre des hauts cadres Khmer Rouge. Ce régime s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité qui ont mené environ 1,7 million de Cambodgiens à la mort entre 1975 et 1979. La décision rendue hier par le tribunal international soutenu par l'ONU fait date 40 ans après la chute des Khmer Rouges. Deuxième partie de cette édition, invité du journal. Le ministère des Affaires étrangères et celui de la planification en collaboration avec l'Agence japonaise de la coopération internationale ont organisé du 7 au 13 novembre dernier la semaine de la coopération Japon-Togo. Plusieurs activités étaient au programme de cette célébration, dont une tournée sur les chantiers en cours ou déjà réalisés dans le cadre de cette coopération. Nous recevons dans ce journal M. Akpoto Christophe. Il est le directeur de la planification. M. Akpoto est interrogé par Marie-Claire Pagnot. Monsieur le directeur, cette semaine, le ministère des Affaires étrangères et celui de la planification, en collaboration avec l'Agence de coopération japonaise internationale JICA, a organisé la semaine de coopération Togo-Japon. Dites-nous, quelles sont les activités au programme? C'est vrai. Cette semaine, le gouvernement, à travers le ministère de la Planification et du Développement, le ministère des Affaires étrangères et l'agence japonaise de la coopération internationale, la JICA, tous ensemble, nous avons organisé une semaine de la coopération Togo-Japon. Cette semaine est marquée par 4 activités. La première activité a consisté à faire un tour dans les régions dans lesquelles les projets financés par le gouvernement japonais à travers la JICA sont en cours de réalisation. Et puis la deuxième activité a consisté à organiser une réunion technique entre les ministères bénéficiaires de ces projets. Et puis la troisième activité, il s'agit bien entendu du séminaire organisé sur l'aide publique japonaise au Togo. Enfin, la dernière activité, c'est la rencontre de tous les Togolais qui ont eu à bénéficier de la bourse japonaise, qui pour une formation, qui pour un stage, qui pour telle chose.
Donc la semaine de la coopération Japon-Togo a consisté à faire ces 4 activités. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref aperçu sur chacune de ces activités? S'agissant du tour de presse qui est la première composante, cela a consisté à amener les journalistes à visiter les projets en cours de réalisation, notamment le pont de Kara, le pont de Kumongu et bien évidemment les projets pour l'adduction d'eau potable. Et donc, nous avons fait le tour de Dankpen. Le pont est à une trentaine de kilomètres de Guérikuka. Donc, on a été là-bas, on a visité, on a vu comment les travaux se déroulent. Et les ingénieurs nous ont dit que la pluie a retardé un peu leur travail, mais qu'ils vont tenir dans le délai et qu'en octobre prochain, ils vont pouvoir livrer le pont. Il en est de même pour le pont Kumongu. Après, on s'est rendu dans l'Oti Sud, dans la région des Savanes, où on a constaté les forages qui sont faits là-bas et on a discuté aussi avec la population pour les défis qui restent à relever. Quand on est arrivé au port de pêche de Lomé, les travaux vont être livrés en février prochain. Monsieur le directeur, nous avons pu entendre les populations de Sagbébou et Boli se plaindre encore de l'accès difficile à l'eau potable à cause de la faible capacité du château d'eau. Que répondez-vous à ces plaintes? C'est vrai, dans la région de Savane, en tout cas dans les 2 villages qu'on a visités, il est question de la pérennisation des ouvrages. La population estime qu'il leur faut un nouveau château, parce que c'est un canton de 16 villages, ils sont nombreux. Ils disent aussi que le bureau en place pour la gestion de l'eau a des problèmes parce que ce n'est pas évident. Parfois la machine tombe en panne, ils n'ont pas d'argent. Mais à ce défi, nous leur avons répondu que le PUDC leur a même demandé de faire le devis des besoins qu'ils ont. Et donc, quand le PUDC va commencer, ces problèmes vont être réglés. Donc c'est un certain nombre de problèmes qu'il faut qu'à tête reposée, on essaie de voir comment on peut les aider. Ça ne dépend plus de nos partenaires japonais, mais c'est nous-mêmes. Parfois, je suis au regret de le dire, parfois nous attendons tout du gouvernement. Nous attendons tout du gouvernement, même pour balayer nos devantures. On évoque la démocratie pour que la démocratie vienne balayer nos devantures. Après le tour de presse dans la région des Savanes, de la Kara et maritime, quel bilan faites-vous donc des activités menées dans le cadre de la coopération Togo-Japon? Le trouvez-vous satisfaisant? Le bilan en général de cette semaine de la coopération Togo-Japon, c'est une satisfaction. Satisfaction parce que nous savons ce qui est en train de se faire sur le terrain et surtout nous avons une idée sur les défis à relever. Quand nous avons abordé, par exemple, le défi concernant les routes pour accéder aux différents ponts de part et d'autre, le pont de Kara, par exemple, si vous prenez un pont, il y a l'entrée sur le pont et la sortie sur le pont. C'est pourquoi je dis de part et d'autre du pont, les routes doivent être bitumées. Le directeur général des infrastructures nous a rassuré que c'est en cours. Par contre, au niveau de Kumongu, c'est une zone marécageuse. Il y a de l'eau, il n'y a pas possibilité d'entreprendre un travail tout de suite. Mais le plus important, c'est que les études sont en cours pour que ces routes soient bitumées ou du moins améliorées. Les entreprises japonaises qui attendent que le gouvernement traduise dans les faits l'engagement qu'il a pris. Là aussi, les dispositions sont prises. Quand on était à la réunion technique, on a informé nos amis japonais qu'il y a déjà un début d'exécution des engagements que le gouvernement a pris. S'il y a un défi à relever maintenant, c'est que nous-mêmes, partis techniques, nous nous retrouvions régulièrement pour voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui reste à faire. Donc c'est le défi de concertation. Il y a même la JICA qui a proposé des rencontres annuelles. La semaine de la coopération Togo-Japon de cette année 2018, c'est la première édition. L'année 2019, il y aura une deuxième édition. La partie japonaise propose à la partie togolaise que la semaine de la coopération Japon-Togo s'organise annuellement. À cette proposition, nous leur avons dit que c'est une bonne idée et que nous aurons les réponses de nos autorités. Dans l'immédiat, ce que nous allons faire, c'est la préparation de la conférence internationale entre les chefs d'État africains et le gouvernement japonais. C'est au cours de cette conférence que le Japon annonce ce qu'il prévoit pour l'Afrique.
Donc nous travaillerons à la lumière de notre PND avec les amis de la JICA pour voir comment le Japon peut accompagner le Togo dans la mise en œuvre de son PND. Monsieur le directeur, notre entretien tire vers sa fin. Quel serait votre mot pour le clôturer? Mon mot de fin, c'est pour remercier Dieu le Tout-Puissant qui nous a conduits. Les 2 missions qu'on a effectuées à l'intérieur du pays, on a fait ces missions, il n'y a pas eu de mal, on est revenu tranquillement. La deuxième chose, c'est de remercier au nom du gouvernement les autorités japonaises, les responsables de la JICA pour l'appui qu'ils apportent au Togo. La troisième chose, c'est bien entendu le représentant résident de la JICA dans le cœur pour le Togo et qui est à pied d'œuvre pour que ces projets finissent rapidement et que le Togo introduise d'autres requêtes pour être accompagné également par son pays. Enfin, pour le ministère des Affaires étrangères et mon ministère, je crois que c'est une bonne expérience. Ça nous a permis de prendre conscience aussi de certaines difficultés de nos parents dans les villages. C'est facile de crier à Lomé, mais c'est toujours bon de toucher du doigt les problèmes. C'était donc M. Akpoto Christophe, directeur de la planification, qui est longuement revenu sur la coopération Japon-Togo dans le cadre de la coopération internationale de la semaine de la coopération internationale. M. Akpoto, interrogé donc par Marie-Claire Pagnon. Écho du palais à présent, 7 ans de réclusion criminelle. C'est la peine requise contre le nommé Messan. Il est accusé de viol sur mineur. Récit des faits, Hélène Assabi. La nommée Charlotte, âgée de 15 ans, élève, participait aux travaux de groupe avec ses camarades élèves dans une maison où logeait le nommé Messan, alias attaquant dinosaure, une maison contiguë à l'établissement scolaire que fréquentait Charlotte. À chaque fois qu'elle allait dans cette maison pour étudier, Messan ne cessait de la harceler sexuellement. Ainsi, le 12 février 2011, aux environs de 18 heures, Charlotte allait au travail de groupe en compagnie d'un camarade élève quand ils croisèrent Messan à la devanture de la maison. Ce dernier déclara au compagnon de la fille que celle-ci était sa copine et tout d'un coup, il l'arracha, la tint fortement par la main et la traîna dans sa chambre où il lui imposa des relations sexuelles. Le lendemain, Charlotte relata sa mésaventure à l'une de ses camarades qui la rapporta au directeur de l'école. Ce dernier informa à son tour la mère de la victime qui alla se plaindre à la police. En enquête préliminaire, comme à l'information, l'inculpé a reconnu les faits de viol qui lui sont reprochés tout en prétestant confusément que sa victime était consentante. Mais les renseignements recueillis sur Messan ne lui sont pas favorables. Il est repris de justice, déjà condamné pour groupement de malfaiteurs. Il ne sait ni lire ni écrire. Ainsi, à l'audience du 2 mars 2016, Messan fut accusé de viol sur mineur, un crime prévu et puni par l'article 398 du Code de l'enfant. Il a été donc condamné à 7 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. Du sport et du football, le continent africain vibre ce week-end au rythme de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Plusieurs matchs sont au programme. Le Togo reçoit ce dimanche l'Algérie au stade municipal de Lomé. Aruna Mola. Les éperviers du Togo attendent de pied ferme les Fennecs d'Algérie ce dimanche à Lomé. Les poulains du sélectionneur national Claude Leroy sont déterminés à s'imposer afin d'espérer se qualifier. Tous les joueurs restent conscients de l'enjeu de la confrontation contre l'Algérie. C'est le cas de Mathieu de Séville que nous écoutons. C'est un gros match à jouer. On savait qu'après la contre-performance contre la Gambie à domicile, il nous resterait 3 matchs à gagner quasiment. Donc voilà, là on joue la plus grosse équipe de ce groupe, si on peut dire ça comme ça. Mais on y va pour gagner. Tout autre résultat qu'une victoire sera forcément un mauvais résultat.
Le public est convié à faire nombreux le déplacement du stade municipal de Lomé afin de pousser les éperviers à la victoire. Plusieurs matchs sont programmés ce week-end sur le continent. Les Lions de l'Atlas du Maroc étaient aux prises hier avec les Lions indomptables du Cameroun. Au finish, les Marocains l'ont emporté grâce à un doublé d'Hakim Ziyech, 2-0. Le Maroc a déjà une partie de son ticket pour la phase finale. Il se retrouve en ballottage favorable avec le Malawi qui devra battre coûte que coûte les Comores ce samedi pour faire douter les Lions indomptables, des Lions de l'Atlas. Dans l'autre choc d'hier, Mohamed Salah a fait tomber la Tunisie avec l'Égypte 3-2. La 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 se poursuit ce samedi avec le déplacement du Nigeria en Afrique du Sud dans le choc entre le leader et le dauphin du groupe E. Nous le disions tantôt, le processus électoral suit son cours normal. Il est donc question d'amener les Togolaises et les Togolais à éviter la violence sous toutes ses formes avant, pendant et après les élections. C'est la mission que se sont données les ambassadrices de paix. Elles ont organisé ce matin une séance de sensibilisation à l'endroit des populations de Kégué et de ses environs. Il s'est agi pour les ambassadrices de paix à travers sketch et débat d'appeler à la tolérance, à l'amour du prochain et au vivre ensemble. Yakubu Fatoumata, présidente des ambassadrices de paix. Tout message, c'est pour sensibiliser les gens, pour leur faire comprendre ce que c'est que la paix. Notre souhait, c'est de militer dans la paix et d'être unis pour travailler dans la paix. Et sans la paix, il ne peut rien réussir. On a commencé ici pour voir au moins sensibiliser les gens, pour les ramener sur la non-violence, pour qu'on puisse travailler dans le concorde, dans la sincérité et dans la paix. Ça commence la tolérance et de pardon. Il faut au moins pardonner et prendre du bon côté pour pouvoir arriver à dire à toute la population, surtout la jeunesse, que nous sommes en train de mener pour pouvoir conquérir leur paix. Revue de presse pour clôturer ce magazine. Le processus électoral est en cours au Togo et est diversement apprécié par la classe politique. La CENI proroge de 3 jours les opérations d'enrôlement des Togolais. La C14 appelle une fois encore à son boycott. Le gouvernement, de son côté, entame son chantier de réforme constitutionnelle et institutionnelle. Revue de presse, c'est avec Léontine Togima. Réforme constitutionnelle et institutionnelle, le Conseil des ministres adopte un projet de loi modifiant les articles 59, 60 et 100 de la Constitution togolaise, titre Le Messager. Pour l'Union pour la Patrie, le gouvernement a déjà fait sa part. Selon le bi-hebdomadaire, le gouvernement dit être fidèle aux recommandations et décisions de la 53e conférence des chefs d'État et le gouvernement de la CEDEAO qui invitait le gouvernement togolais et les acteurs politiques à œuvrer en vue de l'adoption de réformes constitutionnelles en prenant en compte entre autres les points suivants. Le mode de scrutin en 2 tours pour l'élection présidentielle, la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, la recomposition de la Cour constitutionnelle, notamment sa composition et limiter le nombre de mandats de ses membres. La dépêche, elle autre, précise que ce nouveau projet de loi constitutionnelle est sans la mention en aucun cas. Dernière tentative du gouvernement avant un possible référendum, s'interroge Togo Matin. Siwara, les vainqueurs, trouvent que le gouvernement fait un pas supplémentaire dans le respect de la feuille de route de la CEDEAO. Togo Matin, lui, se demande si la C14 serait dans une posture de défiance vis-à-vis de la CEDEAO. La CEDEAO a encouragé, le gouvernement a consenti une prorogation exceptionnelle du recensement électoral du 16 au 18 novembre, lit-on dans les colonnes de l'Union pour la Patrie. Togo Matin abonde dans le même sens. Prolongement exceptionnel du recensement, la CENI s'exécute et prend des dispositions pratiques. Avec fermeté, courage et patriotisme, la C14 appelle de nouveaux boycotts du recensement, révèle le changement. Le quotidien privé, Togo Matin revient, recensement pomme de discorde au sein de la C14, Tchassona sonne l'heure de la division en appelant à se faire recenser. Le mur de la coalition se lézarde-t-il, questionne également Chronique de la semaine qui indique plus loin que Maître Tchassona Traoré, président du MCD, méprise le mot d'ordre du boycott et appelle ses militants au recensement. Le Canard indépendant renchérit, Maître Tchassona, la voix discordante au sein de la coalition.
Ouattara les vainqueurs rappelle toutefois que cette zizanie au sein de la coalition de l'opposition n'a aucun effet sur la date des élections. Les législatives sont maintenues au 20 décembre prochain. La C14 n'est pas de cet avis, nous dit le dialogue, qui indique qu'elle compte reprendre la rue ce samedi pour se mettre en rang de bataille pour ces législatives. Selon Liberté, la coalition des 14 partis est décidée à ne pas cautionner des élections frauduleuses. Le perroquet s'interroge, grande marche de protestation, enfin le retour du rapport de force pour remettre de l'ordre dans le désordre. La C14 tient droit dans ses bottes, affirme le Canard indépendant. Togo Matin lui révèle que la CEDEAO est étonnée et déçue de l'intention de boycott des législatives par le regroupement des 14 partis de l'opposition. Au même moment, le groupe des 5 ambassadeurs l'invite à rejoindre le processus, ajoute Chronique de la semaine. Après la CEDEAO, le groupe des 5 enfonce le clou. La C14 se met à dos la communauté internationale, remarque le libéral. Le journal Togo Matin estime que la C14 vient de se mettre dans une situation inconfortable en s'attaquant à la CEDEAO. La diplomatie internationale se met en marche, un revers pour la C14, rajoute-t-il. Le G5 dans sa tentative de résolution de la crise politique coupe la poire en deux, analyse Flambeau des démocrates et la dépêche qui imagine déjà des législatives mouvementées le 20 décembre prochain. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Madame, Monsieur, magazine Pluriel de ce samedi, c'est terminé. Voici quelques titres en rappel. L'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi de finances gestion 2019. Il s'élève en dépenses et en recettes à 1461 milliards de francs CFA contre une prévision de 1310,9 milliards en 2018, soit une hausse de 11,5%. Les Togolais iront donc aux urnes le 20 décembre prochain pour le compte du scrutin législatif. Un lot de matériel, notamment de l'encre indélébile, a été réceptionné ce matin par la CENI. Magazine Pluriel de ce samedi, c'était aussi les échos du palais, les sports et la revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg